Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré au management des risques et en particulier à la prise en compte du financement des risques dans les analyses de risques. Je m'appelle donc Sébastien Delmotte et je suis consultant expert en gestion des risques et enseignant et responsable pédagogique des formations en gestion des risques à Centrale XZ avec Vincent Desroches, donc que je laisse se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Vincent Desroches, je travaille à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, au sein de la sous-direction de la stratégie et je m'occupe au sein de l'ANSSI de tout ce qui concerne le management de la sécurité qui inclut la gestion de risque, la gestion de crise et la conformité réglementaire. Merci Vincent. Donc, comme vous le savez, aucune organisation ne fonctionne avec des moyens illimités et le management des risques est encore vu de nos jours très souvent comme un processus qui consomme des ressources, du temps et de l'argent, mais il n'est pas vu comme un processus qui est créateur de valeur. Et c'est vrai que quand on parle de management des risques négatifs, eh bien, on ne gagne pas d'argent, mais on va plutôt éviter d'en perdre. Alors, de manière très générale, les organisations socio-techniques sont exposées à une multitude de dangers et de menaces de nature très différente auxquelles sont associés un certain nombre de risques. Alors, ces dangers et menaces peuvent être internes au système. Alors, on va retrouver les dangers qui sont internes liés à la gouvernance de l'activité ou de l'organisation, la stratégie, la gestion de crise, la communication, l'éthique, la programmatique, les ressources humaines, le financier, le commercial, le juridique. Nous avons également les dangers qui sont associés aux moyens techniques de l'entreprise ou de l'organisation, notamment le système d'information, tout ce qui est matériel et équipement et infrastructure. Et nous avons également les menaces et les dangers qui sont associés à la production de l'activité. On peut citer les dangers physico-chimiques et biologiques, les dangers associés à l'ingénierie et à la gestion de projets, les dangers associés aux facteurs humains, fonctionnels, opérationnels, professionnels et également cliniques lorsqu'on parle des systèmes de santé. Alors, ces risques internes sont liés également aux interactions qu'on va avoir entre ces différents compartiments qui constituent l'activité. Et puis, cette activité, cette organisation peut être également soumise à un certain nombre de menaces et de dangers qui sont externes à l'organisation. Alors, on va retrouver les dangers de type environnementaux, les environnements naturels dont on a parlé assez récemment, mais aussi sanitaires, puisqu'on est en plein dedans. Ça peut être les environnements sociaux, économiques également. Alors, on va retrouver également les risques, les dangers et menaces sécuritaires, donc la sécurité physique, la malveillance par exemple, les dangers liés aux médias, aux clients également. On considère qu'un client peut être un danger pour une activité. Et puis, les menaces cyber, c'est-à-dire la cybersécurité, les menaces qui vont peser sur les systèmes d'information dont Vincent vous parlera tout à l'heure. Alors, un des challenges finalement du management des risques aujourd'hui, c'est d'évaluer à l'aune des mêmes référentiels de décision l'ensemble de ces risques. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les hiérarchiser. Pour les hiérarchiser, il faut donc les mettre sur le même plan. Pourquoi on veut les hiérarchiser? Bien, tout simplement pour prioriser leur traitement. Qu'est-ce qui est prioritaire d'être traité? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Eh bien, tout simplement pour avoir une certaine efficience dans la gestion des ressources qui vont être dédiées à cette maîtrise des risques. Alors, on rappelle que la maîtrise des risques va être composée de la prévention qui vise à diminuer la vraisemblance du risque, la protection qui vise à en diminuer la gravité, l'assurance qui vise à transférer vers un tiers la prise en charge financière des conséquences du risque, et puis le contrôle. Alors, pour répondre à cet enjeu de priorisation, de hiérarchisation, on va utiliser des méthodes d'analyse de risque. Et dans ces méthodes d'analyse de risque, les risques sont souvent décrits sous forme de scénarios de causalité, sont associés à des paramètres qui sont la gravité et la vraisemblance, initiale et résiduelle, c'est-à-dire avant le traitement et attendu après le traitement. Et ces paramètres permettent d'évaluer l'acceptabilité du risque au regard d'un référentiel qui est construit à la lumière des exigences et de la stratégie de l'activité. Au-delà de cette évaluation de la criticité des risques, il est profitable de prendre en compte dans les mêmes analyses, en même temps qu'on fait l'analyse de risque, des paramètres de financement du risque dont je vais parler après, qui permettent de mesurer l'efficience de la maîtrise des risques, mais aussi qui permettent de programmer de manière beaucoup plus pertinente le plan d'action. Alors bien souvent, l'analyse des risques reste inféodée aux analyses financières des activités d'entreprise, mais elles sont rarement intégrées dans les analyses globales des risques qui portent sur l'ensemble des dangers et des menaces que je vous ai cités précédemment. Et c'est de ce sujet-là qu'on va parler.
Alors, on va revenir d'abord sur la définition des paramètres du financement du risque pour être bien clair sur le sujet. Alors, on va distinguer les risques positifs des risques négatifs. Les risques positifs sont associés à la notion d'opportunité, d'attrait et de gain. On va prendre un risque pour gagner, alors que les risques négatifs sont associés à la notion de danger, de menace et de perte. On va être exposé à un danger ou à une menace qui va pouvoir provoquer des pertes pour notre activité. Lorsqu'on parle de risque positif, les deux paramètres sont les suivants. C'est le coût de la prise de risque pour obtenir le gain, on va noter RP, et la valeur du gain en lui-même. Et on peut faire le rapport entre ces deux paramètres et on obtient un ratio. Et si ce ratio est supérieur à 1, on va considérer qu'il est bénéficiaire de prendre le risque. Alors que si le ratio est inférieur à 1, c'est-à-dire que le gain est inférieur au coût de la prise de risque, évidemment, on va décider de ne pas prendre le risque. Pour le risque négatif, on va parler du coût brut de la perte subie, c'est-à-dire le coût du risque si on ne fait rien, si on ne met pas en place d'action pour le maîtriser. Et en face, on va parler de l'effort pour maîtriser le risque. Donc, l'effort pour maîtriser le risque, c'est le coût de la maîtrise des risques. Et on peut également calculer ce ratio, l'effort sur le coût brut de la perte subie. Et cette fois-ci, si ce ratio est supérieur à 1, on va décider de ne pas traiter le risque si on veut prendre une décision de type économique. C'est-à-dire que l'effort pour traiter le risque sera supérieur à la perte si on ne fait rien. Alors que si ce ratio est inférieur à 1, il sera bénéficiaire de traiter le risque. Alors, le problème de ces ratios, évidemment, c'est que lorsqu'ils sont proches de 1, étant donné qu'on va avoir un certain nombre d'incertitudes sur les valeurs des différents paramètres qu'on cherche à évaluer, on peut se retrouver en situation d'indécision. Alors, à propos du financement et de la maîtrise des risques, je vais revenir sur cette notion d'effort. Qu'est-ce que c'est que l'effort pour maîtriser le risque? Reprenons d'abord le processus qui est propre au management des risques, donc l'établissement du contexte, l'identification des risques, l'évaluation des risques, la réduction des risques initiaux et ensuite la gestion des risques résiduels. Alors, en quoi consiste cet effort pour maîtriser le risque? Cet effort pour maîtriser le risque, c'est un effort qui va permettre d'augmenter l'organisation, le niveau d'organisation de notre activité. D'accord? On va faire un effort, d'accord, pour organiser l'activité afin que les risques soient réduits. Le problème, ça c'est ce qu'on appelle donc la réduction du risque initial. Le problème, c'est que si on ne se contente que de réduire le risque initial et qu'on laisse la situation évoluer sans aucun moyen de contrôle, on va revenir à la situation précédente, d'accord, voire une situation pire que celle qu'on a voulu traiter, d'accord, parce que, si on n'est pas capable en fait de fournir un effort permanent pour maintenir le niveau d'organisation et le niveau de sécurité du système qui a été atteint par cette réduction du risque initial, les risques vont réapparaître. C'est ce qu'on appelle l'effet d'essuie-glace, d'accord, où on va faire beaucoup d'efforts pour réduire le risque, et puis évidemment, l'accident ne va pas se produire pendant toute la période qui suit cet effort, et puis petit à petit, les efforts vont se relâcher, et on va se retrouver dans une situation porteuse de risque, et l'accident va à nouveau se produire. C'est assez typique de ce qu'on retrouve dans les accidents industriels. Alors, du coup, l'effort ne consiste pas seulement à réduire le risque initial, il va consister également à maîtriser, à contrôler, à suivre le risque résiduel qui va permettre de maintenir ce niveau d'organisation. Donc, on va gérer le risque résiduel. L'effort de la maîtrise des risques, c'est donc le coût de la réduction des risques initiaux, et c'est un coût qui est ponctuel, ce sont les barrières de sécurité. Le coût des actions de gestion de risques résiduels, et là, ce sont des efforts et des coûts qui sont continus. Ça permet de maintenir le niveau de sécurité. Et enfin, on a le coût du transfert des risques résiduels en termes d'assurance, qui sont également des coûts continus et qui permettent de s'assurer qu'on est en mesure de compenser financièrement parlant les conséquences de l'accident s'il se produit. Évidemment, on n'assure que les risques résiduels et pas les risques initiaux. Donc voilà pour cette partie sur l'effort. Maintenant, il y a d'autres paramètres à prendre en compte lorsqu'on parle du financement et de la maîtrise des risques. D'abord, les actions de maîtrise et les effets secondaires. Lorsqu'on met en place des actions de maîtrise des risques, ces actions de maîtrise des risques peuvent avoir des effets secondaires. Il va falloir les identifier et puis on évaluer les coûts directs. D'accord? Et puis, il va falloir évaluer aussi le coût d'action des effets secondaires, de maîtrise des effets secondaires. C'est-à-dire qu'on identifie des effets secondaires, on en évalue le coût, et puis on cherche à mettre en place des actions de maîtrise de ces effets secondaires qui vont également avoir un coût.
eh bien, on est typiquement dans le cas de la situation actuelle. Pour l'épidémie de Covid, un certain nombre d'actions de maîtrise des risques ont été mises en place qui consistaient, donc, dans la première période, par exemple, dans le confinement, mais qui consistent également aujourd'hui à réduire un certain nombre d'activités économiques. Eh bien, ces mesures qui ont pour but d'améliorer la sécurité sanitaire ont des effets secondaires en termes économiques. Et il va falloir juger du coût de ces effets secondaires et également pouvoir mettre en place des actions de maîtrise de ces effets secondaires, par exemple la mise en place du chômage partiel. Alors, une autre source de coût pour le management des risques, c'est le coût intrinsèque du management des risques. La réalisation d'une analyse de risque, elle a un coût. Et ce coût, il va être lié aux ressources humaines nécessaires pour faire l'analyse de risque, mais également aux ressources techniques. Alors, il peut être très utile d'évaluer finalement ce coût intrinsèque. On va considérer a priori, et c'est ce que tout le monde fait, que faire une analyse de risque, c'est une prise de risque, parce qu'elle est associée à une perte, on va noter CM, c'est le coût de l'analyse de risque. C'est pour ça qu'un certain nombre de décideurs peuvent être réticents à l'idée de mettre en place des analyses de risque parce qu'ils savent que ça va leur coûter a priori. A posteriori, maintenant, la réalisation de l'analyse de risque doit être considérée comme une opportunité qui génère un bénéfice. Et ce bénéfice est associé au montant qui ne sera pas à débourser si des accidents se produisent. Ce sont des pertes évitées. Alors, on ne gagne pas, mais on évite de perdre. C'est quand même un bénéfice. Et on peut calculer, si on arrive à intégrer directement dans l'analyse de risque en elle-même, une évaluation du coût du risque non traité, du coût du risque sans traitement, donc du coût brut du risque, on peut faire ce bilan et juger de la pertinence a posteriori de l'analyse de risque. Est-ce que l'analyse de risque a permis d'éviter? Et quel est le ratio finalement entre ce coût des pertes évitées et le coût de l'analyse de risque en elle-même? On a un certain retour d'expérience sur ces calculs et généralement, on a des ratios qui sont de l'ordre de 30, 40, voire plus. Alors, c'est un argument a posteriori, bien évidemment. Le financement des risques va être associé à de la prise de décision. Alors d'abord, le financement des risques, c'est la responsabilité de la gouvernance de l'activité. C'est la gouvernance de l'activité qui décide si oui ou non il faut traiter un risque et qui doit fournir les moyens nécessaires pour pouvoir le traiter. Donc, la responsabilité de la gouvernance est associée à l'acceptabilité du risque de l'activité. Lorsque le coût du risque sans traitement est supérieur au coût du traitement du risque, on va parler de décision économique. Ça coûte moins cher de le traiter que de laisser la situation telle qu'elle est. Lorsqu'à l'inverse, finalement, le coût du traitement du risque est supérieur au coût du risque sans traitement, on peut décider de traiter le risque néanmoins, mais la décision ne sera pas économique, elle sera politique. Ça peut être par exemple pour des raisons d'image. Et on peut prioriser, la maîtrise des risques, le traitement des risques par cette notion d'effort. Alors on va considérer par exemple qu'un risque inacceptable associé à un effort faible peut nécessiter un traitement immédiat, mais qu'il n'y a pas de nécessité d'allouer des ressources supplémentaires qui ne sont pas programmées. Un risque inacceptable associé à un effort moyen nécessite un traitement rapide, mais il va falloir d'abord étudier la nécessité d'allouer des ressources non programmées. Un risque inacceptable associé à un effort élevé doit également être traité rapidement, mais cette fois-ci, il va falloir organiser les actions de maîtrise des risques sous forme d'un projet, en planifiant des ressources, et puis en implémentant le projet et en suivant ce projet, comme tout autre projet d'ailleurs dans l'entreprise. Un petit clin d'œil donc à Mathieu, qui nous écoute peut-être et qui est à l'origine donc de cette classification. Alors en pratique, comment ça se passe? Le financement des risques va être inclus nativement dans certaines méthodes d'analyse de risque, méthodes que nous enseignons. Peuvent être l'analyse globale des risques, AGR, ou la macrocartographie des risques, notre MCRA. Et le principe de ces méthodes est globalement le même. On va travailler avec des échelles de perte et d'effort qui, au départ, sont semi-quantitatives. On a des niveaux de perte et des niveaux d'effort. Et puis, pour chaque scénario qui va être identifié et décrit, on va y associer un niveau de perte grâce à cette échelle et un niveau d'effort. Ensuite, ces index de perte et d'effort eux-mêmes vont être associés à des montants financiers. Et ces montants financiers assortis d'une incertitude sur le montant, parce que bien souvent, quand on veut intégrer le financement du risque dans les analyses de risque,
eh bien, on a un certain nombre d'incertitudes sur les montants. Une fois qu'on a fait ce travail, eh bien, on va, en sortie d'analyse de risque, obtenir des diagrammes tels que ceux que j'ai déjà présentés, où on va pouvoir avoir eh bien, la pertinence et l'efficience de la maîtrise des risques en comparant le coût du risque sans traitement avec le coût du risque, le coût du traitement du risque, pardon, et puis on va avoir des bilans financiers du coût donc de l'effort moins la valeur du coût du risque sans traitement. Et puis, ça va pouvoir nous amener, étant donné que chaque scénario est associé à un niveau de financement pour les pertes et pour l'effort, et chaque scénario est associé à des actions, eh bien, on peut évaluer également le financement, le coût des actions. Donc, le coût des actions de réduction des risques initiaux et le coût eh bien, de maîtrise du risque résiduel. Et au fur et à mesure où le plan de maîtrise des risques va être implémenté, on va pouvoir suivre les coûts d'avancement des actions. Alors, pour évaluer ces coûts, on va avoir besoin d'un certain nombre de méthodes d'estimation. Elles peuvent être qualitatives ou semi-quantitatives. Alors, les estimations qualitatives, elles vont être basées sur de l'évaluation intuitive ou du jugement d'expert, c'est-à-dire sans données quantitatives, sans données mesurées. Ça peut être très utile à faire pour avoir une analyse, certes, qui peut être grossière au départ et assortie d'un certain nombre d'incertitudes, mais qui va pouvoir donner des ordres de valeur à partir du moment où effectivement le jugement d'expert est jugé comme étant pertinent. Elles peuvent être quantitatives également. Et là, on va avoir un certain nombre de méthodes que nous enseignons également, des méthodes qui peuvent être paramétriques, basées sur des modèles de régression, où on va finalement pouvoir calculer le coût d'un risque ou le coût de l'effort à partir d'un certain nombre de paramètres qui ont été mesurés par le passé. Donc, les approches paramétriques, mathématiques paramétriques, les approches informatiques, on peut utiliser les modèles par apprentissage. Alors, tous les modèles dont on parle beaucoup actuellement et qu'on appelle grossièrement les modèles d'intelligence artificielle, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce sont des modèles qui vont apprendre à partir d'un certain ensemble de données. Le problème de ces modèles, c'est qu'il faut beaucoup de données pour les faire apprendre. Et puis, on va avoir également les approches probabilistes par simulation de Monte-Carlo, où on va affecter à des niveaux de coûts et d'efforts eh bien, des lois de distribution de probabilité qui vont représenter des incertitudes. Et par simulation, eh bien, on va pouvoir faire les calculs sur le coût final et sur les efforts finaux. Alors, le point commun de toutes ces méthodes, c'est le suivant, c'est qu'il faut des données. On ne peut pas faire de l'analyse quantitative des risques, que ce soit d'ailleurs sur l'évaluation de la probabilité et de la gravité ou sur l'évaluation du financement, si on n'a pas de base de données. Ça veut dire que l'entreprise, l'activité, doit également mettre en place un système de retour d'expérience, qu'on appelle l'analyse de risque a posteriori, qui va permettre de capitaliser sur les expériences du passé pour enrichir eh bien, les analyses de risque qui vont porter sur le futur. J'en ai fini donc de la présentation sur les grands principes du financement du risque et sur leur prise en compte dans les analyses, et je vais laisser donc Vincent vous parler eh bien, de l'aspect cybersécuritaire associé notamment au financement. Très bien. Merci beaucoup Sébastien. Je tiens à te remercier parce que Sébastien vous a parlé de financement et de maîtrise des risques avec un certain nombre de concepts liés aux coûts, bénéfices, risques. Sachez que de l'autre côté de la barrière, les cyberattaquants, les acteurs malveillants, les commanditaires d'actions d'espionnage, de déstabilisation, figurez-vous qu'ils utilisent également ces notions et ils savent les utiliser très bien. Je vous parlerai tout à l'heure un peu de cybercriminalité. Ces groupes-là, ils sont très bien organisés et ils agissent avec ce registre et cette grille de lecture. L'idée dans les prochaines minutes, c'est que je vais vous brosser un peu ce tableau, vous montrer comment, du côté du défenseur, l'analyse de risque cyber et numérique, elle peut justement utiliser cette notion du retour sur investissement du point de vue de l'attaquant pour en faire un levier puissant pour bâtir des stratégies de sécurité en profondeur. C'est-à-dire utiliser également cette arme, coût, bénéfice, risque, que l'attaquant utilise pour la retourner contre lui. Et dans l'état d'esprit des prochaines minutes, on va mettre sur le ring d'un côté l'attaquant, l'acteur malveillant, de l'autre côté le défenseur,
Et on va sans arrêt alterner du point de vue de l'attaquant et du défenseur pour bâtir cette approche-là. Ce que vous avez sous les yeux, là, c'est une taxonomie, les grandes catégories, au-dessus du trait des groupes d'attaquants, et en dessous du trait, ce qu'on appelle des objectifs visés. Traditionnellement, dans le monde militaire, on appelle ça des effets finaux recherchés. Donc, vous avez au-dessus le crime organisé, le terrorisme, des activistes idéologiques, etc. Et puis en dessous, vous reconnaissez des joyeusetés comme l'espionnage, qu'il soit étatique ou économique, des notions d'influence et de déstabilisation, le lucratif. Et ce qu'il faut retenir par rapport à cette taxonomie, qui constitue des portraits robots, c'est globalement, tous ces groupes d'attaquants s'organisent suivant trois grands groupes. D'une part, les organisations qui sont structurées et guidées par une logique d'efficacité et de gain. Et ces groupes d'attaquants, ils ont des moyens sophistiqués, conséquents, voire parfois quasi illimités, entre guillemets, s'il s'agit d'États. Et on retrouve ici donc, les États et le crime organisé. Dans le deuxième groupe, on retrouve des organisations qui sont guidées par une motivation idéologique, donc qui disposent de moyens significatifs qui sont mis en œuvre de façon relativement coordonnée. Là-dedans, on retrouve les terroristes, les activistes. Le troisième groupe concerne des individus, on peut appeler des gangs, des officines, qui vont disposer de moyens limités mais spécialisés. Et ces différentes catégories collaborent entre elles de façon opportuniste ou organisée. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on a donc une assez grande diversité de groupes d'attaquants, mais on observe des invariants. Et qui dit invariant, vous voyez, dit le fait qu'on va pouvoir utiliser ces invariants dans l'approche risque. Ces invariants, ils sont liés d'une part au mode opératoire utilisé par les attaquants et à des facteurs cognitifs. Deux exemples. Depuis 10 ans, voilà, depuis la dernière décennie, sachez que la technique d'attaque la plus courante et la plus efficace pour obtenir un premier accès à l'environnement d'une entreprise, bref, pour rentrer dans le système d'information d'une entreprise, la technique d'attaque la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Vous avez certainement été confronté à ça. Vous recevez un mail qui vous incite à cliquer sur une pièce jointe. D'ailleurs, le mail peut être très bien fait. Il peut provenir d'une source fiable, d'un collègue, d'un ami. Et on veut vous inciter à cliquer sur une pièce jointe ou à cliquer sur un lien qui, en fait, est piégé, contient un code malveillant. Cette technique, c'est celle qui est la plus couramment utilisée depuis 10 ans, et ce, quel que soit le niveau de sophistication de l'attaque. C'est donc un invariant. Autre invariant, les objectifs stratégiques. Depuis la nuit des temps, on s'espionne, on veut se déstabiliser, et donc les objectifs stratégiques évoluent assez peu, contrairement d'ailleurs aux outils et modes opératoires utilisés par les attaquants. Également deux mots sur la menace rançongiciel. Alors je vous en parle parce que, en plus du fait que c'est un fléau, elle est assez intéressante parce que en 2017, il a été établi, donc source Interpol, Europol, que les groupes cybercriminels ont gagné plus d'argent en faisant des exactions numériques, de la fraude, du détournement d'argent, du rançongiciel, que par la vente de drogue. Ce qui veut dire qu'en face de nous, on a des groupes qui s'organisent, qui sont capables d'avancer dans une logique de retour sur investissement. Et de fait, les attaques par rançongiciel sont extrêmement lucratives pour les attaquants. C'est-à-dire que le rapport entre ce que l'attaquant va investir, bref, son bénéfice coût-risque, il est largement intéressant, actuellement en tout cas, par rapport aux pertes engendrées par la cible. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'attaquant, il est organisé, il est agile. Il va chercher plusieurs points d'entrée et chemins d'exploitation. Le but pour lui, c'est quoi? C'est rentabiliser le coût de son opération, d'assurer la résilience de ses actions. Vous voyez, tous ces termes sont des termes que l'on utilise souvent en gestion de risque. L'attaquant, il les connaît très bien. L'attaquant aussi, deuxième point, il applique le principe de moindre action. Il est en permanence dans une logique d'analyse de risque. Ça, c'est important aussi. Et un troisième point important, on dit souvent attaquant d'un jour, cible de toujours. On a eu des cas d'entreprises qui ont fait l'objet d'attaques successives par vagues, parfois d'ailleurs par des groupes différents,
tout simplement parce que ces entreprises se trouvaient dans une base de données quelque part comme étant bankable et intéressante à attaquer. Pour la suite, ouais, merci Sébastien. Une question intéressante, c'est vous mettez sur le ring d'un côté l'attaquant, du côté défenseur, on peut se dire mais qui a l'avantage? Et vous allez voir que certes, l'attaquant, il dispose indéniablement d'un certain nombre d'avantages que vous avez sous les yeux. Je n'ai pas prévu, moi, de détailler. Vous pourrez poser des questions, il n'y a aucun problème. Mais globalement, l'attaquant, il dispose du choix des armes et du timing. Il peut rester relativement indétectable. Il utilise des kits et des services d'attaque qui sont parfois très puissants. Bref, il a ce qu'on appelle une surface d'attaque très importante. Donc, ça lui offre un avantage indéniable. Mais le défenseur, il a quand même des cartes en main. Parce qu'il faut vous dire qu'un attaquant, quand il rentre dans un système d'information, sauf si évidemment il dispose d'une complicité interne forte qui lui a fourni tous les plans réseau, les plans d'adressage, la cartographie du système d'information et l'organisation interne de l'entreprise, mais globalement, il perd l'avantage du terrain. Dès qu'il rentre chez vous, il doit tâtonner. Il doit tâtonner, il peut faire des erreurs, voilà, par excès de confiance, parce qu'il n'a pas identifié qu'il y avait un dispositif de détection, une sonde qui était positionnée. Ça veut dire que vous, en tant que défenseur, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Quand l'attaquant est en dehors de chez vous, il a l'avantage. Quand il rentre chez vous, les forces peuvent s'équilibrer, à condition, bien sûr, d'avoir un dispositif de sécurité en profondeur qui tient la route. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que côté attaquant, aucune attaque n'est 100% sûre. C'est pour ça qu'il fait de la gestion de risque aussi. Et côté défense, évidemment, aucune défense n'est 100% sûre. Et donc, l'idée, c'est agissons sur le retour sur investissement de l'attaquant. Côté ANSSI, la démarche d'analyse de risque et de gestion de risque que l'on propose est fondée sur une méthode qui s'appelle EBIOS, qui a été rénovée en 2018, dont je suis le co-concepteur. Et on l'a bâti dans un certain état d'esprit. C'est que l'attaquant agissant dans une logique d'analyse de risque, eh bien, EBIOS Risk Manager adopte le point de vue de l'attaquant. Donc, à chaque fois, cette notion de ring où attaquant et défenseur s'affrontent. Et maintenant, pour entrer un peu dans comment on peut évaluer le retour sur investissement de l'attaquant, un des principes de la démarche, c'est qu'on évalue la vraisemblance de réalisation, de réussite d'une attaque en fournissant les clés pour l'évaluation du retour sur investissement. C'est-à-dire que vraisemblance et retour sur investissement sont relativement liés. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez d'un côté l'attaquant, de l'autre côté la cible dans son écosystème, et il y a deux critères qui caractérisent la puissance de l'attaquant. C'est d'abord sa motivation et sa détermination, et à côté, ses ressources et capacités. La motivation, détermination, elle caractérise, comme vous l'imaginez, le fait qu'il pense avoir un gain important, qu'il a lui-même au-dessus un commanditaire qui va le payer grassement pour pouvoir mener telle action, ou qu'il y a une quête du Graal extrêmement importante à faire. Donc ça détermine sa capacité de motivation et de détermination. Ses ressources et capacités traduisent à la fois ses ressources financières, et ce qu'il est prêt à mettre d'ailleurs sur le tapis pour pouvoir mener son attaque, et ses capacités, c'est à la fois ses capacités techniques, son arsenal en matière d'outils d'attaque, les officines auxquelles il va peut-être faire appel pour mener telle ou telle partie d'attaque. Et donc, d'un côté, motivation, détermination, ressources et capacités. Et de l'autre côté, la cible, elle est vue du point de vue de l'attaquant comme présentant des facteurs d'exposition. Donc, typiquement, je suis connecté à Internet, j'ai une activité qui classiquement est connectée à Internet, je suis exposé. Je travaille avec un fournisseur avec qui j'entretiens des relations numériques importantes, et ce fournisseur, ayant un niveau de cybersécurité faible, il m'expose, vous voyez, pour des attaques par rebond.
Donc, il y a des facteurs d'exposition côté cible et également des facteurs de vulnérabilité, parce que je peux être exposé et peu vulnérable, ou je peux ne pas être exposé mais vulnérable. Et donc, l'attaquant va essayer de jouer sur ces facteurs d'exposition et de vulnérabilité. Typiquement, je suis vulnérable si je n'ai pas appliqué un correctif de sécurité qui est sorti depuis plusieurs mois et qui se traduit par une faille de sécurité que l'attaquant va exploiter. Ça, c'est une vulnérabilité. Je peux être vulnérable parce que mon réseau n'est pas cloisonné. Je peux être vulnérable aussi, et ça c'est important, parce que mon organisation n'a pas été pensée pour être résiliente, pour réagir face à des signaux faibles. Je peux être également vulnérable parce que j'ai des procédures organisationnelles qui peuvent être détournées. Sachez que nombre d'attaquants font ce qu'on appelle du dévoiement, notamment les fraudeurs. Le fraudeur, lui, il ne va pas forcément essayer d'attaquer le système d'information, il va essayer d'utiliser à son avantage un certain nombre de procédures qui n'ont pas été bien pensées. Et donc, il utilise ce qu'on appelle un canal légitime. Typiquement, pour un certain nombre de systèmes d'information, vous pouvez arriver à obtenir de l'information utile en provoquant une réinitialisation de mot de passe. Et donc, vous voyez, on va, dans les scénarios d'attaque que l'on bâtit, on va évaluer deux critères. La difficulté technique, d'une part, et la probabilité de succès. Ces deux critères, donc le gestionnaire de risque, quand il anime un atelier d'analyse de risque, il va, au niveau des scénarios d'attaque, évaluer quelle peut être, du point de vue de l'attaquant, la difficulté que l'attaquant va avoir pour réussir son attaque, et puis où chaque action d'attaque, et de l'autre côté, l'estimation de la chance de succès que cette attaque va donner. Globalement, on peut prendre le parallèle suivant. Imaginez un sportif qui doit faire du saut en hauteur, qui doit passer un mur. Ben, la difficulté technique traduit la hauteur du mur. Et évidemment, plus la cible a un niveau de sécurité qui est élevé, plus le mur est haut. Et donc, l'attaquant, il va falloir qu'il s'entraîne plus ou qu'il mette plus de moyens pour passer au-dessus du mur. La probabilité de succès, qui est donc l'autre critère qu'on évalue, traduit le fait qu'une fois qu'il a passé le mur, si l'attaquant arrive à passer le mur, ben, il va atterrir de l'autre côté. Et il faut qu'il atterrisse à la fois en douceur et qu'il réalise ce pourquoi il est venu faire. Donc ces deux notions, difficulté technique et probabilité de succès, qui ne sont pas d'ailleurs d'un point de vue méthodologique purement indépendantes, mais qui sont concurrentes, et en croisant les deux, on évalue un niveau de vraisemblance que l'on peut raccrocher à un retour sur investissement. Ensuite, vous avez ici, pour un peu ouvrir le capot, vous avez ici comment on procède. Sachez qu'une cyberattaque suit des séquences type, voilà, qui sont assez invariantes d'ailleurs. Vous avez plusieurs modes de séquences. Nous, on travaille souvent avec une séquence à 4 étapes où l'attaquant va d'abord faire de la reconnaissance externe pour mieux connaître sa cible, avant de mener des actions qui vont lui permettre de rentrer dans l'écosystème de sa cible ou directement dans la cible. Donc rentrer, c'est dans le système d'information, l'organisation. Une fois qu'elle est dedans, on passe à une séquence qui consiste pour l'attaquant à trouver ce qu'elle est chercher, ce qu'elle est venue chercher. Typiquement, si c'est de l'espionnage, ben, c'est trouver les données sensibles qui intéressent. Si c'est du sabotage, c'est trouver l'équipement qu'il faut saboter. Et une fois que l'attaquant a trouvé, il va exploiter. Donc il va exfiltrer, si le but c'était de l'espionnage. Il va envoyer une bombe logique ou créer une défaillance s'il s'agit de saboter. Et pour chaque séquence, l'attaquant il dispose en son jeu de cartes d'un certain nombre de modes d'action, qui peuvent être des modes d'action de type barbouze, par exemple le recrutement d'une source, c'est typiquement le fait de corrompre une personne, le fait d'utiliser une personne en faisant de l'influence cognitive pour pouvoir obtenir de l'information. Ça, c'est un mode d'action qui présente d'ailleurs certains risques, puisque vous devez physiquement approcher la personne pour avoir l'avantage, mais qui est un mode qui est encore relativement utilisé. Le plus efficace étant de faire parler une personne à son insu, voilà, en se faisant passer pour des faux journalistes, etc. C'est des choses qui marchent aussi,
il y en a qui savent très bien faire. Et vous avez d'autres modes d'action qui sont purement informatiques, comme le fait de faire de l'intrusion depuis Internet. On parlait tout à l'heure de l'hameçonnage, ou des attaques directes sur des services exposés. Bref, vous avez pour l'attaquant un certain nombre d'actions qu'il peut mener. Et ce que prévoit l'approche, c'est que pour chaque action d'un scénario d'attaque, eh bien précisément, on évalue le coût et la difficulté technique de cette attaque et sa chance de réussite. Et c'est là où je rejoins ce que Sébastien Delmotte a indiqué tout à l'heure, c'est que pour faire cette évaluation, vous pouvez la faire par évaluation d'experts, mais il faut disposer de bases de connaissances. C'est quelque chose qui est, somme toute, assez compliqué, puisque il faut disposer de connaissances. Typiquement, si on veut évaluer la difficulté technique d'une attaque, d'un mode d'action sous forme d'un coût en dollars, en euros, dire combien est-ce que l'attaquant va devoir mettre pour pouvoir réaliser cette action, ben, il faut connaître, par exemple, combien vaut, quel est le coût du marché pour pouvoir disposer d'un code malveillant qui fait ça ou ça, comment acheter ce qu'on appelle un code malveillant qui exploite une vulnérabilité qui n'a pas encore été découverte, qu'on appelle jour zéro ou zero day. Combien ça coûte de faire une enquête, de mener une enquête de reconnaissance pour identifier au niveau d'une entreprise les personnes clés, ce qu'elles font, quels sont est-ce qu'elles travaillent sur des moyens personnels, etc. Tout ça, c'est un coût. Et on peut évaluer en fait le coût de différentes attaques et en le combinant, et ben à la fin, on arrive à dire, ben voilà, cette attaque, et dans l'exemple qui va être affiché, dans l'exemple, vous voyez, on a estimé que pour une attaque donnée, qui peut être par exemple le fait d'exfiltrer de l'information, bon, on a estimé que l'attaquant, compte tenu du niveau de protection, de défense et de résilience de la cible, ben, il faudrait qu'il mette sur le tapis 450 000 € et qu'il a 80% de chances de réussite. Ça, c'est voilà, c'est le groupe de travail d'analyse de risque a estimé ça. C'est le ROI initial que l'attaquant va devoir mettre. Et puis, suite à ça, on a décidé de mettre en place un plan d'action pour diminuer les surfaces d'attaque, pour mettre un peu de détection, de supervision des réseaux, de façon à être capable de détecter qu'il se passe quelque chose. Et le risque résiduel, donc on traduit sous forme d'un retour sur investissement résiduel vu du point de vue de l'attaquant, bon, on voit qu'il a été multiplié par 3 en termes de coût, c'est-à-dire que l'attaquant, on estime qu'il devra mettre 3 fois plus pour pouvoir passer le mur dont je vous parlais tout à l'heure, et que sa chance de réussite a été grandement diminuée. Cette approche, pour terminer, elle est intéressante, et on le voit hein, quand on va nous sensibiliser des bénéficiaires, arriver dans le cadre de l'analyse de risque, à voir combien ça coûte à l'attaquant de mener son attaque et quelle chance de réussite il a, ça permet ensuite de proposer des mesures qui, elles, évidemment, ont un coût, un investissement côté défense, et de les mettre sur la balance. Et là, je renvoie à ce que Sébastien Delmotte a présenté. Mais le fait de savoir que l'attaquant, grâce à ce qu'on a mis en place, et qu'on est capable de budgétiser, ben, il aura peut-être 10 fois moins de chances de réussir et ça va lui coûter beaucoup. Ça crée un effet de levier qui est très parlant pour des décideurs, des directions des systèmes d'information, des risk managers, parce que ça permet de voir que l'attaquant, lui, il va être confronté à plus de difficultés. Et donc, pour finir, l'approche risque que l'on propose, elle est basée sur cette approche-là, de façon à pouvoir bien comprendre au travers des motivations et des capacités de l'attaquant que la défense peut s'organiser efficacement. Alors pour finir, merci beaucoup Vincent pour cette présentation très éclairante qui, au-delà de l'aspect financement, nous a permis d'avoir aussi une idée assez précise du contenu de la méthode EBIOS Risk Manager qui, je me permets de le rappeler, donc, est sortie assez récemment et constitue aujourd'hui la méthode de référence pour pouvoir gérer ces risques de cybersécurité.
méthode Risk Manager qui est complètement au demeurant compatible avec les méthodes dont je vous ai parlé. Et on peut assez facilement faire le lien effectivement entre ces différentes approches pour pouvoir revenir à la problématique du départ qui est comment on hiérarchise, comment on priorise quand on a des risques de différentes natures qui peuvent nous impacter. Ici, pour finir, quelques références d'ouvrages de nos intervenants dans notre formation donc sur l'analyse globale des risques, le management des risques d'entreprise, le processus de décision qui tient compte du financement, la maîtrise du risque numérique et la méthode EBIOS Risk Manager. Il est temps maintenant de passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Nous serons très heureux d'y répondre. Alors, une question sur les bases de connaissances. Donc, une question, est-ce qu'il existe des bases de connaissances disponibles permettant de faire cette évaluation du financement du risque? Alors, je vais me permettre de répondre d'abord et puis après, je laisserai la parole à Vincent. Alors, d'un point de vue générique, en management global des risques d'entreprise, il n'y a pas de base de connaissances qui soit, concernant le financement, qui soit générique et disponible au grand public. Il est très important de comprendre finalement que c'est à l'échelle de l'activité qu'on doit d'abord créer ce retour d'expérience et cette capitalisation d'informations. Et on remarque quand même qu'il y a encore beaucoup de structures et d'entreprises qui ne font pas cet effort de capitalisation parce qu'ils ne voient pas à terme finalement quel va être l'intérêt de le faire. Or, une fois qu'on commence à avoir une bonne base de données sur le financement, on est tout à fait en mesure ensuite d'avoir des estimations très précises pour les analyses futures. Sur ce point, donc je laisse la parole à Vincent et ensuite je passerai à l'autre question. Très bien, merci Sébastien. C'est une excellente question, hein, les bases de connaissances, c'est le nerf de la guerre. Les méthodes qu'on propose, il faut les voir comme de très beaux meubles, mais dans un meuble, il faut mettre des choses dans les tiroirs et donc il faut des bases de connaissances. En effet, c'est ce qui permet d'avoir un degré de pertinence important, ce qui veut dire qu'une base de connaissances, elle est déjà orientée sectoriellement. Quand on travaille dans le domaine de la santé ou dans l'aéronautique, les données vont être différentes avec quelques invariants. Pour bâtir une base de connaissances en cybersécurité, encore une fois, ces données-là sont pas évidentes. Nous, à l'ANSSI, on a une idée de ce que peut coûter une attaque. Mais globalement, si vous souhaitez bâtir une base de connaissances, vous devez prendre en compte des critères qui sont liés à la façon dont l'attaquant procède, qui tournent autour de ses tactiques d'attaque, sa capacité d'anonymiser ses accès, sa capacité également d'excellence opérationnelle, c'est-à-dire sa culture de la gestion de risque, et plus globalement son arsenal d'attaque. Et après, il faut raisonner de façon séquencée, c'est-à-dire que vous reprenez la séquence type d'une attaque, donc c'est connaître, entrer, trouver, exploiter. Et pour chaque catégorie d'action, vous pouvez, en vous promenant sur le web, le dark web notamment, voir combien ça coûte actuellement pour moi de louer un service d'attaque par rançongiciel. Donc c'est du rançongiciel as a service. Combien ça coûte de louer auprès d'un opérateur ce type d'arsenal d'attaque. Combien ça coûte d'acheter un code malveillant à façon. Combien il faut de temps pour mener une opération de ciblage sur une cible potentielle. Et là, vous prenez de façon pragmatique, vous estimez un coût horaire, vous estimez qu'il faut X heures, X jours, X mois pour mener ce type d'attaque et vous pouvez arriver à vous bâtir des bases de connaissances et à les paramétrer. Donc ça se fait de façon bottom-up si vous n'avez rien et évidemment au fur et à mesure, avec ce qui peut arriver, vous parvenez à enrichir cette base de connaissances. Alors, voilà. Merci Vincent. Alors, il y a plusieurs questions, je pense qu'elles te sont adressées, elles ont l'air de porter plus sur le côté cyber.
Je vais poser la question, puis je te laisse y répondre. Alors, la première question, c'est à l'échelle du pays, existe-t-il un tissu d'entreprise dont les activités sont jugées stratégiques pour l'intérêt du pays et qui travaillerait de consort avec l'aide de l'État pour mutualiser leurs efforts en matière de gestion des risques cyber, dans les outils, par exemple, de protection? Ok. Effectivement, on a chez nous, en France et en Europe d'ailleurs, des acteurs, donc des entreprises, des organes ministériels qui sont dits régulés. Régulés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont sous le coup de la loi de programmation militaire. C'est ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Vous trouverez pas mal de choses là-dessus sur d'ailleurs le site de l'ANSSI. Ces opérateurs sont identifiés comme portant des activités qui sont critiques pour l'État. La liste est d'ailleurs classifiée, mais je pense que dans vos têtes, vous pouvez imaginer quel type d'entreprise ça peut être. Et ces acteurs, donc dits critiques, ces opérateurs d'importance vitale, font l'objet d'une attention particulière des services de l'État, dont de l'ANSSI, et on les accompagne, c'est ce que moi je fais dans ma division, pour se muscler en matière de cyber, se mettre en conformité avec la loi. Donc typiquement, c'est au travers de l'analyse de risque, mettre en place des mesures de protection, augmenter leur défense, etc. Et s'entraîner également à la gestion de crise en cas de survenue d'une attaque. Donc oui, pour ces opérateurs-là, ces entreprises, on a un lien fort. On a également le pendant côté européen avec la directive Nice qui, elle, identifie ce qu'on appelle des acteurs essentiels, qui portent d'ailleurs davantage sur la vie des entreprises, sur la vie des sociétés et des Européens. Et tout comme la partie opérateurs d'importance vitale, on a ici des opérateurs de services essentiels qui sont assujettis à se mettre en conformité par rapport à un certain nombre de règles de sécurité. Et donc ces acteurs-là, on les accompagne énormément. On travaille avec eux au quotidien. Et pour terminer par rapport à ça, on a également défini dans l'écosystème français des prestataires qualifiés par l'agence, qui portent des noms comme PASI, prestataire d'audit, PRIS, prestataire de réaction à incident. Ce sont des entreprises privées qui ont été identifiées comme étant aptes à accompagner les entreprises et les ministères sur des activités d'audit, de réaction à incident, de détection, ou d'autres services comme l'eurodatage, etc. Merci Vincent. Alors, autre question, nombre d'entreprises s'appuient de plus en plus sur des fournisseurs de cloud pour assurer une reprise de leur activité dans le cadre de leur plan de continuité d'activité. Ces fournisseurs sont certainement des entreprises régulièrement ciblées par des attaques. Donc, s'agissant d'entreprises privées, leur organisation est laissée à leur propre jugement. Savez-vous s'il est prévu que ces acteurs fassent l'objet d'une attention par les régulateurs afin d'assurer un socle commun minimum en matière de dispositifs de protection ou bien encore d'obligation de loger en Europe, par exemple, leurs dispositifs de secours pour leurs clients européens? Là-dedans, moi je dirais que si ces entreprises-là sont dans le cadre de la loi de programmation militaire dont je parlais il y a quelques minutes ou de la directive Nice, elles sont dans l'enrôlement, ce qu'on appelle l'enrôlement, c'est-à-dire qu'elles sont régulées et on va les accompagner. Ensuite, actuellement, il y a un certain nombre d'acteurs, des ESN, des entreprises de services numériques, qui ne sont pas assujettis à ce dispositif et qui pourtant travaillent avec de gros clients et qui sont eux-mêmes opérateurs d'importance vitale. Ce qui veut dire que la réglementation va évoluer dans les mois et les années qui viennent pour pouvoir les réguler en quelque sorte, mais d'ores et déjà, on travaille avec eux au travers de leurs clients ou parfois directement avec eux s'ils sont touchés pour pouvoir les accompagner. S'agissant ensuite de l'appel à des services de cloud, là c'est l'analyse de risque qui doit vraiment aider. Prenons un exemple. Imaginons une entreprise de taille intermédiaire qui décide de faire appel à des services de cloud, par exemple d'Amazon ou de Microsoft. Et la question, c'est est-ce que c'est bien ou pas? En fait, tout va dépendre de la menace à laquelle elle est assujettie. Si la menace est majoritairement de nature cybercriminelle,
c'est peut-être pas une mauvaise idée de confier ces données à un acteur qui lui, saura certainement les protéger. Et un attaquant qui arriverait à mener une attaque de rançongiciel contre les acteurs que j'ai cités précédemment, il va falloir qu'il se lève tôt le matin. Alors que peut-être attaquer cette ETI, ce serait compliqué. Maintenant, si la menace principale, elle est liée au Cloud Act américain, c'est-à-dire que les données elles-mêmes représentent une certaine sensibilité pour l'activité française, le fait de faire appel à un cloud qui n'est pas européen posera problème. Donc là, encore une fois, l'analyse de risque, elle doit aider à prendre des décisions et à orienter les choix. Merci. Alors, dernière question, je pense, enfin, à moins qu'il y en ait d'autres. En plus des dispositifs de défense, existait-il des dispositifs de contre-attaque? Alors, je vais commencer par répondre et ensuite je te laisse l'instant. Alors, le management des risques et la maîtrise des risques n'a pas pour objet d'attaquer. Ce n'est pas du tout son objectif. D'accord? Là, on va rentrer en fait peut-être dans des domaines qui ne sont plus les domaines classiques du management des risques en entreprise. Donc, je laisse maintenant Vincent répondre pour la partie cyber. D'accord. Merci Sébastien. Donc, l'état d'esprit, c'est bien celui-là. La loi française interdit à une entreprise qui se serait fait attaquer de contre-attaquer, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du hackback. Dans le bon jargon, de faire appel à une entreprise spécialisée qui voudrait en découdre avec l'agresseur. D'autres pays, eux, sont un peu plus dans une approche on va dire, offensive et aimeraient introduire ça. D'ailleurs, pour créer un marché d'entreprises de services qui vont vous aider à essayer de rendre son pareil à l'attaquant. Donc en France, c'est interdit et c'est d'ailleurs ce que le président de la République porte comme message au niveau de l'ONU, c'est de pacifier le cyberespace. Donc les contre-attaques, non. Par contre, on peut faire ce qu'on appelle de la défense active. Alors attention, qu'est-ce que c'est que la défense active? C'est pas anticiper et essayer d'atteindre l'infrastructure d'attaque de l'attaquant, non, c'est pas du tout ça. C'est pouvoir mieux anticiper une attaque en attaquant son propre système pour de faux. Voilà, ça s'appelle le bug bounty. Vous savez, quand vous faites appel à un arsenal d'hackers éthiques qui vont essayer de trouver des failles dans votre système d'information, c'est de la défense active. Vous vous mettez en situation d'être attaqué et vous voyez comment votre système réagit. C'est aussi les tests de pénétration et les audits un peu intrusifs. Ça, c'est une première façon de faire la défense active. L'autre façon de faire la défense active, c'est d'identifier sur le web quels sont vos marqueurs de compromission. Est-ce que, par exemple, sur le web, vous avez des bases de données d'adresses mail de votre entreprise qui figurent dans des listes présentes sur le Darknet? Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations qui concernent votre entreprise qui est facilement trouvable au travers de ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire l'Open Source Intelligence? Donc ça, c'est de la défense active. Ce n'est pas de la contre-attaque, c'est simplement élargir son champ de vision numérique et d'autre part, tester son propre système et sa propre organisation pour voir si elle est robuste et résiliente à des attaques. Merci Vincent. Eh bien, il est temps pour nous de clôturer ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence et vos questions. Et nous espérons que nous avons su répondre de manière la plus précise possible à vos interrogations. Merci beaucoup Vincent. Et donc, quelques mots sur les formations donc, en risque management chez nous, donc avec le contact privilégié qui est Madame Rania Ouaret. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.